l'hypermobilité de la jeunesse européenne est-elle une chance ou une menace? On en débat tout de suite avec nos invités. Vous pouvez aussi nous appeler au 0800 23 33 33 ou alors réagir sur notre page Facebook ou sur Twitter en utilisant le hashtag ENLD. Je vous présente nos invités. Johan Rochel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de FORA, au centre de réflexion dédié à la politique étrangère. Vous êtes aussi membre de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse. Lisa Mazzone est également avec nous en direct de Genève. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la présidente des Verts Genevois. Enfin, j'accueille Alexandre Friedrich. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Alexandre Friedrich, écrivain, essayiste, fribourgeois, et vous venez de publier un livre intitulé EasyJet. C'est une réflexion sur l'aviation low cost, son impact social aussi, publié aux éditions Alliance, que je vais vous entendre tout à l'heure sur votre réflexion globale au fond sur ce système low cost. Enfin, tout d'abord, Lisa Mazzone, le témoignage qu'on vient d'entendre à Barcelone est intéressant, assez éloquent aussi. Est-ce que la génération low cost est un fléau pour les capitales européennes, Lisa Mazzone? Ce qui est sûr, c'est que le développement de l'offre low cost a créé une demande qui est récente, qu'on observe maintenant, et qui est largement artificielle. En réalité, le kérosène échappe complètement aux régulations, donc le trafic aérien aussi, et puisque c'est le seul agent énergétique qui n'est pas taxé aujourd'hui. Le trafic aérien est d'ailleurs absent du protocole de Kyoto. Il est aussi absent de la loi suisse sur le CO2. Conséquence, le prix est artificiellement bas. Et on booste une demande qui est, comme je l'ai dit, largement surfaite et créée avec justement des nuisances, non seulement pour le climat et pour les générations futures, mais même pour les populations locales, comme on l'a vu dans ces témoignages. Donc il est trop facile, pour vous, Lisa Mazzone, si je résume au fond votre propos, il est trop facile aujourd'hui de se rendre à Barcelone pour un week-end ou en d'autres endroits en Europe. Ce qui est certain, c'est que le coût actuel d'un billet ne reflète absolument pas les coûts induits par le trafic aérien. Et de cette manière, on a vraiment modifié une demande, puisqu'on a vu à Genève, par exemple, les demandes de vols exploser ces 10 dernières années, avec 42% de vols à l'aéroport de Genève qui sont des low cost, avec aussi des partenariats entre des festivals et des compagnies aériennes low cost qui attirent ce type de public. Cela dit, je pense que ce tourisme de masse dans certaines capitales, il n'est pas dû que à ça. Et puis typiquement dans le cas de Barcelone, on peut aussi se demander si les pouvoirs publics n'ont pas axé leur politique sur un essor de ce type de tourisme. Et qui aujourd'hui devrait en assumer les conséquences, c'est un peu ce que vous nous dites. Johan Rochel, est-ce qu'il faut restreindre aujourd'hui la facilité? C'est facile aujourd'hui pour tout le monde et pour de nombreux jeunes de prendre un avion pour partir en week-end quelque part avec les nuisances qu'on a entendues tout à l'heure. Est-ce que ce système-là aujourd'hui est trop facile, trop permissif? Non, je pense pas qu'il est trop permissif. Je pense qu'il faut l'inscrire dans un cadre beaucoup plus grand qui suit simplement qu'on partage un continent européen. Et comme c'était facile à l'époque pour nous de se rendre à Lausanne pour faire la fête, à Genève ou à Zurich, c'est devenu la même facilité pour se rendre à Paris, à Berlin, à Barcelone. Et je pense qu'il faut voir cette nouvelle réalité, qui est une nouvelle réalité politique, culturelle, avec des nouveaux échanges qui étaient à une certaine époque tout simplement économiquement pas possible pour la plupart des gens. Il faut la voir de manière extrêmement positive. Maintenant, comme tous les changements assez fondamentaux qui sont en route depuis 20 ans, il faut pouvoir prendre des mesures pour l'accompagner, ce changement. Et je crois que Madame Mazzone a dit déjà un point important. Les externalités en termes de déplacement doivent être certainement mieux reflétées dans les prix de la mobilité. En ce sens-là, la mobilité est certainement trop peu chère. Elle ne reflète pas ses vrais coûts environnementaux. Et pour les villes, ça ne doit pas remettre en question le modèle, quoi. Ça ne doit pas remettre en question le modèle, au fond, qui est cette facilité, ce lien. Non, mais ça, c'est un problème beaucoup plus large. Pour toutes les questions environnementales, je pense que cette histoire des externalités doit être prise. On doit payer le prix effectif, y compris nos effets sur l'environnement. Et ça doit se refléter dans ce que nous, consommateurs, on est amenés à payer. Ça touche le transport, mais ça touche aussi plein d'autres domaines de notre vie. Et ça, je pense qu'il faut aussi le souligner. Pour ce qui est des villes, je pense qu'il faut éviter ce double discours. Une ville comme Berlin, par exemple, profite économiquement de la venue des vacanciers d'un week-end, ça c'est clair et net, mais elle profite aussi de son espèce de réputation, de cité des créatifs, de ville de l'économie, des start-up. Et tout ça, ça crée un espèce d'environnement propice à la création, au final, entrepreneuriale. Et il faut se demander si on peut avoir l'un sans avoir l'autre. Donc c'est positif au fond, il y a une émulation positive qui se fait aussi avec certainement quelques nuisances, vous le reconnaissez Johan Rochel, mais enfin Lisa Mazzone, un constat positif que nous dresse là Johan Rochel de ce système qui crée aussi du lien en Europe, du lien entre les villes, du lien entre les régions de l'Union européenne, puisque ce sont, quand on parle de Suisse évidemment, les principales destinations des vols low cost.
Non, effectivement, et je pense que une chose qui a été dite, qui est tout à fait vraie, c'est qu'on va aussi dans ces destinations parce que elles représentent un style, elles représentent une émulation culturelle. Je pense à Berlin, en l'occurrence, où on a une attraction pour cet endroit. Après, à savoir à quelle fréquence on s'y rend, c'est autre chose. Et puis, ce qu'on peut aussi se demander, c'est est-ce que aujourd'hui, dans nos villes suisses, on a une offre assez dense et assez importante, parce que donc il faut aller en Suisse et pas à l'étranger, c'est ce que vous nous dites. Non, ce que je dis, c'est qu'on peut espacer les déplacements à l'étranger et aussi valoriser l'offre locale. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes Genevois qui se rendent à Lausanne parce que l'offre genevoise est quasiment inexistante après 2h du matin. Donc on a aussi peut-être une réflexion à avoir sur les lieux de sortie et plus généralement, j'ai l'impression que si il y avait assez de lieux de fête en général, il n'y aurait pas d'endroit où il y en aurait trop. En termes de société, Lisa Matson, simplement c'est une question en termes simplement de débat de société. Est-ce qu'aujourd'hui on bouge trop, on se déplace trop, c'est trop dans les habitudes de tout le monde aujourd'hui ? Je suis pas là pour émettre un jugement sur la mobilité. Ce qui est certain, c'est qu'on a. C'est quand même ça dont on mesure les conséquences. On a évidemment un accès qui est biaisé. C'est ce que j'essayais d'expliquer, parce que on dit il faut intégrer les externalités de manière générale. Oui, mais le trafic aérien, c'est un cas extrêmement particulier, puisque justement c'est celui qui échappe à toutes ces régulations sur l'impact environnemental, de santé publique aussi, parce que les répercussions sont importantes. Et cet accès a boosté une demande de manière complètement artificielle, puisque on a vu une explosion en 10 ans des déplacements en trafic aérien et particulièrement en vol low cost. Alexandre Friedrich, vous avez donc beaucoup réfléchi. Au fond, d'ailleurs, lorsque vous étiez vous-même client passager de compagnie low cost, vous avez écrit ce livre EasyJet, publié cette année. Votre réflexion là-dessus, vous dites, au fond, aujourd'hui, évidemment qu'en tant que client, on est gagnant par le low cost, mais vous parlez d'une forme d'esclavage technologique. Expliquez-nous ça. Oui, disons, mon approche est d'abord pratique, puisque j'ai aligné 14 vols sur une période très courte. Donc il s'agissait de vérifier ce qu'on dit des habitudes désormais modifiées du passager moyen. Donc on est sous contrainte, c'est extrêmement désagréable. Et au-delà, je me posais la question de l'aéroport. Est-ce que l'aéroport n'est pas devenu un incubateur commercial ? Mais au-delà de cette question, il y a évidemment le phénomène de la ville. Est-ce que la ville elle-même n'est pas devenue un aéroport ? Est-ce qu'on ne nous transporte pas dans des espaces totalement sous contrôle, évidemment dans un but mercantile ? On va à Barcelone, on arrive au fond dans le prolongement, c'est ça votre réflexion. On arrive à l'aéroport à Barcelone par exemple, et Barcelone est le prolongement de cette zone-là où on y va pour un temps très court, c'est ça ? Oui, parce que vous parliez du centre-ville de Barcelone, il est en quelque sorte muséographié, donc il est offert à la visite, il est offert au divertissement. On s'y rapporte non plus comme un voyageur, mais comme quelqu'un qui est client. Et il est vrai que les municipalités ont aussi leur responsabilité dans ce phénomène. Olivier Chorderet, débat sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur cette thématique. L'hypermobilité de la jeunesse européenne est-elle une chance ou une menace ? On en débat. Pas de véritable remise en cause fondamentale sur les réseaux sociaux du modèle low cost aujourd'hui. Non, c'est finalement cette interrogation. En quoi est-ce que cela est spécifique de la génération low cost ? Il suffit d'observer, nous dit cet auditeur, chaque hiver, les cars, les trains, les avions qui amènent les touristes allemands, britanniques, néerlandais, en tout cas plutôt du nord de l'Europe, chez nous ou ailleurs, et qui ont eux aussi des comportements déplacés. Donc pas de lien qu'un modèle nouveau qui serait en train de se mettre en place. C'est finalement plutôt une question d'éducation plutôt que de modèle de mobilité. Cet auditeur, Miguel, nous dit en Espagne, on dit des touristes venant en low cost qu'ils arrivent sous, ils restent sous, ils repartent sous. Donc finalement, ils adoptent des comportements là-bas qu'ils n'oseraient même pas évoquer chez eux. Donc vraiment une question d'éducation. Et puis effectivement, peut-être une critique sur, et Madame Lisa Matson l'a évoqué tout à l'heure, sur l'environnement. L'hypermobilité est une chance d'un point de vue culturel ou social, mais une catastrophe écologique. Lisa Matson, merci beaucoup Olivier Chorderet. Lisa Matson, à la lumière de ce qu'on entend là, on parle de Berlin, des débordements, on va y revenir dans un instant ailleurs. Barcelone aussi, bien sûr. Bientôt Genève, Lisa Matson. Non, je pense que une chose qui est juste, qui a été dite, c'est que aujourd'hui, on sait plus tellement comment gérer cet excès de besoins de fête, et puis en fait,
qui se situent à Genève ou ailleurs, la problématique est la même. On n'a plus d'heures blanches, on est un peu perdu face à tout cela. C'est un point extrêmement intéressant. On ne sait plus comment gérer, j'aimerais juste rebondir là-dessus, peut-être juste faire réagir, si vous le permettez, Lisa Madson, Johan Rochelle, on ne sait plus comment gérer ce besoin de fête, au fond, ce modèle low cost, ce tourisme très court de masse. Je le dirais pas directement, je dirais plus généralement, on a une mutation des habitudes et des pratiques de la fête, et cette mutation, les pouvoirs publics aujourd'hui sont visiblement démunis, peu importe où on se trouve. Et je pense qu'il y a typiquement, et si on revient à Genève, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur l'offre culturelle, sur l'offre en club, les horaires qu'on propose, les lieux où se situent ces espaces de fête, et c'est une vraie réflexion à empoigner. On parle de la société du loisir, Johan Rochelle. Au fond, est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui le prix aussi de cette société dite du loisir ? Je ne crois pas qu'on paye le prix d'une société du loisir. Il faut se méfier de tout paternalisme dans ce débat. Ce que les gens font durant leur temps libre avec leur argent, laissons-les libres de décider. Ils doivent simplement, s'ils font des bêtises, en porter les conséquences. Ça, je crois que c'est clair, que ce soit ici, à Genève, à Zurich, à Lausanne ou à l'étranger. Et là, je crois que c'est un point qu'il faut souligner. Et sinon, il faut les laisser plus ou moins agir comme il faut. Et c'est pas un débat qui est neuf. Moi, j'ai la chance d'habiter à Zurich. Et en mai, juin, il y a ce qu'on appelle la saison des enterrements de vie de jeunes filles, où tous les gens du canton d'Argovie débarquent en ville de Zurich. Ouais. Et voilà, les Zurichois n'aiment pas, bien sûr. Ils disent, oh là là, ils débarquent à Zurich, ils prennent nos rues. Mais après, il faut se demander, ils aiment pas parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu chez eux. Ils aimeraient sauvegarder leur centre-ville, leur lieu de fête, leur discothèque. Mais en même temps, les patrons de ces mêmes discothèques sont très heureux de voir arriver certainement les Argoviens et les Argoviennes. Alors, il faut un peu remettre en perspective tout ça. J'ai pas l'impression qu'on parle de quelque chose de très nouveau. Maintenant, pour certaines capitales européennes, elles ont peut-être joué avec le feu en se disant, on va attirer exactement cette clientèle parce qu'on sait qu'elle est porteuse d'un pouvoir d'achat économique intéressant et d'un sentiment de réputation pour ma ville. Voilà, maintenant il faut accepter aussi ce qui va avec les efforts financiers. Mais au fond, pour vous, Johan Rochelle, cette démocratisation des vols en avion, c'est quand même ça, le levier qui provoque ces conséquences dans certaines villes. Tout ça, au fond, est une véritable avancée sociale, si je vous entends bien. Moi, je pense que c'est une véritable avancée sociale. Pour vous dire la vérité, il y a 2 mois, ma grand-mère est venue pour la première fois à Zurich. Ouais. Le voyage à Paris, pour elle, c'est le voyage d'une vie. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est une chance fabuleuse pour la plupart des gens de ce pays. Non, c'est le voyage d'un week-end, quoi. Ouais, après on peut discuter, est-ce que ça vaut le coup d'aller pour une journée, voler le matin, revenir le soir? Là, certainement, le bon sens nous dit, aïe, réfléchis à 2 fois, qu'est-ce que tu trouves? Certains le font, et à nouveau, c'est leur liberté de le faire. Il faut simplement se demander, est-ce que ça a vraiment du sens de voler pour une journée vers Barcelone et revenir le soir? Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent diront, non, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, d'y aller pour 3 jours, de passer un bon moment, et là, on parle seulement de la jeunesse, on met à nouveau un peu la jeunesse en exergue en disant, ils vont juste pour boire. Dans un groupe de jeunes qui se déplacent, vous les connaissez, ces discussions, il y a toujours quelqu'un qui dit, on pourrait en profiter pour aller voir un musée aussi. Et voilà, c'est là que la discussion commence, c'est là que ça devient intéressant. On ne va pas seulement à Barcelone pour aller sur les Ramblas. Voilà, après dans le groupe, il y a parfois des gens qui disent non, ça c'est clair. Bon, c'est intéressant parce qu'on revient pour toucher à plusieurs points au fond de fonctionnement même de système de société. J'aimerais juste faire une parenthèse dans ce débat. On a évoqué l'exemple de Berlin. J'accueille un instant Blandine Milsan, bonjour. Bonjour. Vous êtes Blandine Milsan, déjà à l'écoute de ce débat depuis le début. Vous êtes notre correspondante à Berlin, d'où vous êtes en direct. Chez vous, on cherche des solutions parce qu'il y a des craintes précisément pour l'identité même de la ville de Berlin. Oui, absolument. Berlin a beaucoup changé au cours des 10 dernières années. C'est vrai que certains quartiers commencent à souffrir un petit peu de ce tourisme de masse. Il y a des endroits dans les quartiers comme Kreuzberg par exemple où il y a une multiplication des cafés, des hôtels bon marché, des restaurants bon marché, des snacks, et les habitants ont l'impression de perdre un petit peu l'identité de leur quartier. Mais ce qu'on a entendu, le témoignage de Barcelone, on pourrait ça aurait pu être un Berlinois qui parle, quoi. C'est exactement les mêmes problèmes. Alors, effectivement, à Berlin, on essaye de réfléchir à des solutions. Ça a été dit, c'est pas très facile de trouver des solutions parce que d'un autre côté, Berlin profite aussi de ce tourisme, évidemment. Alors, par exemple, je peux vous donner quelques mesures qui ont été prises. Berlin a renforcé la législation pour essayer d'empêcher justement le développement de ces appartements de vacances où on arrive à 15, où on fait
fait la fête pendant 3 jours. Quand il y en a un dans un immeuble, ça passe encore, mais quand il y en a 3, c'est plus possible pour les riverains. On parlait, un auditeur parlait d'éducation, par exemple. Le Sénat a sorti une brochure à destination des touristes pour essayer de leur expliquer qu'on fait pas ailleurs ce qu'on ne fait pas chez soi. À Kreuzberg, on distribue des tracts comme ça pour aussi essayer de les sensibiliser au fait qu'il y a des gens qui vivent là et qui ont besoin d'aller travailler le matin et qui ont besoin d'avoir une vie quotidienne normale, quoi. Ouais, mais en même temps, les riverains insistent aussi beaucoup pour dire que c'est pas ils sont pas des rabat-joie, ils sont pas des racistes, ils ont simplement envie de pouvoir se lever le matin pour aller travailler et que voilà, il faut trouver une solution. Puis dernier point, il y a aussi justement un débat sur l'image de Berlin, parce qu'effectivement Berlin s'est présenté comme Barcelone, comme une ville pauvre où rien n'est cher et où tout est permis. Il y a au sein de la classe politique locale un débat sur l'idée qu'il faudrait peut-être essayer de changer cette image-là et pouvoir communiquer sur le fait qu'on peut pas tout faire. Merci beaucoup Blandine Milsan, vous êtes en direct avec nous de Berlin. On voit bien le climat chez une frange de la population, disons, qui se transforme un petit peu, qui réagit un petit peu du côté de Berlin, comme on l'a entendu également à Barcelone. Lisa Mazon, question simple, est-ce que voyager aujourd'hui, dans ce type de voyage européen, est-ce que ça doit redevenir un privilège ? Est-ce que tout simplement aujourd'hui, on voyage un peu trop facilement ? Oui ou non, Lisa Mazon ? Je pense effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que il y a un accès qui est beaucoup trop aisé et biaisé par justement des. Donc c'est trop facile de voyager. C'est trop facile. Cela dit, et je pense que c'est là que c'est important. La jeunesse a toujours fait les 400 coups. Il faut que jeunesse se fasse ça, c'est normal. Et on n'est pas là. Moi, j'ai un peu de peine avec le discours moralisateur. On va éduquer la jeunesse parce qu'on va lui expliquer comment faire. Mais plutôt dans la rue d'à côté que dans la ville du pays voisin. Quoi. Mais non, mais pas du tout. Mais la question qu'on peut se poser sur le cas précis, c'est comment on forge les habitudes et les comportements. Et typiquement, ce comportement-là de l'hypermobilité en avion, on l'a forgé en baissant les prix, en faisant de la promotion excessive sur ce type de loisirs. Trop d'hypermobilité. Je vous remercie Lisa Mazon. Alexandre Friedrich, par rapport à ça, est-ce que voyager devrait redevenir un privilège pour gens aisés si on veut changer, si on veut avoir un impact sur le modèle en cours aujourd'hui ? À mon sens, on confond deux notions, c'est-à-dire qu'on ne voyage plus, on est transporté. Donc là, on a insisté, étant suisse, sur ce voyageur festif qui part un jour ou deux. Moi, j'ai surtout côtoyé des gens qui partent travailler, qui se déplacent pour aller voir leur famille. Donc, selon le point de départ, évidemment, le type du passager change. Au-delà, je pense que on s'achemine tranquillement vers la fin de ce type de voyage intempestif, où on se déplace à très grande vitesse, où on va vers des destinations qui ne sont pas souhaitées. Bon, ça on nous promet ça depuis 10 ans, c'est ce que beaucoup disent depuis 10 ans. Le modèle low cost n'est pas durable, ne peut pas s'inscrire sur la... aujourd'hui on voit quand même que ce modèle-là semble en tout cas être en train de faire ses preuves. Oui, il fait ses preuves, mais il faut aussi considérer les coûts engagés par les personnes lorsqu'elles arrivent à destination. C'est-à-dire que les villes ont une offre qui elle est coûteuse. C'est-à-dire si le prix du billet ne l'est pas, ensuite il faut tout de même débourser. Et ça, je pense qu'avec une sorte un début de récession économique, voire des situations de faillite, ça va nous amener tranquillement vers un changement de paradigme. Alexandre Friedrich, on ne voyage plus, on est transporté. Je retiens quand même cette phrase que vous avez citée il y a un instant. Yoann Rochel, aujourd'hui, cette démocratisation du voyage, du loisir, au fond, elle augmente. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps quand même d'avoir une réflexion de fond là-dessus pourquoi pas, et pour aller dans le sens de Lisa Mazon, restreindre un petit peu? Est-ce qu'aujourd'hui, simplement, on ne voyage pas trop facilement? Je pense qu'il faut qu'on aille au bout de ce que ça signifie, cette nouvelle réalité du voyage facilité. Ça signifie qu'on se déplace en Europe comme on se déplace en Suisse, comme on se déplace à l'intérieur d'un canton. Et ça, à mon avis, c'est une nouvelle extrêmement réjouissante pour la Suisse, pour l'Europe, pour les citoyens qui ont cette nouvelle possibilité de voyager ou d'être transportés. Ouais. Je peux très bien travailler avec les deux concepts. Tant que la personne se retrouve dans un autre environnement culturel, historique, et qu'elle rencontre des gens, qu'elle y fait des expériences qu'elle ne pourrait pas faire chez nous. Et je crois que ça, c'est un point essentiel. Ce qui doit pousser à voyager, c'est faire quelque chose là-bas qu'on ne peut pas faire chez nous. Et c'est vrai que si on va simplement pour boire une bière, qu'on peut trouver la même chose à Lausanne, à Genève, il faut se demander, est-ce que ça a vraiment du sens de faire ce voyage? S'il y a quelque chose de plus,
qui s'ajoute, une expérience. Là, je pense que ça vaut le coup de faire ce voyage et ça vaut le coup de le voir de manière très positive, sans faux paternalisme et tout en appliquant sur place des sanctions si les gens se comportent pas bien, ça c'est clair. Tout simplement, le respect des lois, quoi, au fond. Hein. Lisa Mazzone, alors bien sûr, les conséquences, vous l'avez évoqué, environnementales, qui sont certainement à discuter, à débattre, les conséquences sur place dans certaines villes, Barcelone, Berlin, avec des conséquences là aussi à débattre. Mais à part ça, comme nous le dit Johan Rochel, est-ce que c'est pas un énorme acquis aujourd'hui que les jeunes, en particulier, puissent aussi facilement voyager partout en Europe, qu'ils soient transportés ou qu'ils voyagent, tout ça, peu importe, à vrai dire. Je crois qu'il l'a assez bien dit, qu'on rapproche certains endroits et que ponctuellement on découvre des lieux nouveaux, qu'on puisse avoir accès de manière facilitée à des capitales où j'entendais sa grand-mère qui puisse lui rendre visite facilement. Je pense qu'il faut pas cracher là-dessus. Ce qu'on remet en question aujourd'hui, c'est l'excès c'est cette hypermobilité qui est boostée par, comme je le disais, des prix artificiellement créés et qui profitent en réalité ni à l'environnement, ni aux générations futures et ni à l'émulation qui se passe dans la ville. Mais alors comment on fait alors les Amazones? Vous dites c'est très bien, on peut voyager très facilement, mais en même temps il faut peut-être quand même un petit peu monter les prix. Non. Donc est-ce que l'un va avec l'autre? Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, si on prend enfin en compte le kérosène, si on taxe enfin le kérosène correctement, alors qu'il n'est pas taxé aujourd'hui, on va avoir clairement un changement des comportements qui va aller simplement dans le sens de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'accédait pas à ces lieux, mais on le faisait peut-être moins souvent et avec une attention. C'était les plus riches qui le faisaient, Lisa Mazzone. Alors là, je vous mets quand même un tout petit peu. Je suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où je pense que on a décidé aussi de rendre cette hypermobilité, d'en faire un vrai commerce et de biaiser, en s'asseyant complètement sur l'environnement, de biaiser complètement les pratiques. Je pense que les voyages dans le temps, peut-être que pour certaines personnes, étaient plus fréquents sur des distances plus courtes. Cela dit, personnellement, j'aime bien aller à Lucerne, à Zurich ou à Berne faire la fête. Et pas à Barcelone. Pour un week-end en tout cas. Bon, on suit bien votre réflexion. Olivier Chorderet, vous voulez intervenir? Oui, des auditeurs qui ne se reconnaissent pas, ne se retrouvent pas dans ce modèle du jeune festif qui part faire la fête de jour. On nous dit par exemple, je préfère aller découvrir certains musées ou même la Sagrada Familia à Barcelone, tout en buvant un verre avec mes amis, plutôt que de devoir accompagner mes parents ou mes grands-parents et faire le circuit des châteaux de la Loire. Voilà, une nouvelle façon au fond de voyager aussi et de profiter du temps que l'on a, et on fait ce qu'on veut. Je vous vois réagir par rapport à ce qu'il vient de dire Johan Rochel. Non, c'était juste un peu pour ouvrir le débat sur deux destinations. Moi, quand j'avais 16 ans, c'est là que c'est devenu un peu plus facile de voyager avec EasyJet. Et à l'époque, c'était Prague. Tout le monde voulait à Prague. Oui. Justement, il y avait la fameuse shop de bière à 50 centimes. Avec les débordements aussi, vous le reconnaîtrez. Avec les débordements qu'il y avait à Prague, absolument. Ce qui m'intéresse, ça serait maintenant, il faudrait aller demander à Prague, qui est plus dans le top 3 des villes les plus trendy d'Europe. Il faudrait aller demander, est-ce que c'est pour eux une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Et puis, une autre destination EasyJet qui est nouvelle dans leur catalogue, pour pas faire trop de publicité, c'est Israël. Voilà l'exemple d'un pays qui semblait avant très très loin, et maintenant on peut voler vers Tel Aviv. Oui. Et d'un seul coup, on peut aller faire cette expérience de voir l'espace de quelques jours à quoi ressemble Tel Aviv. Et là, on pénètre vraiment dans un univers qui est nouveau, qui ressemble pas aux grandes villes européennes. Juste pour conclure ce débat, je vous remercie Johan Rochel. J'aimerais vous donner la parole encore une fois à vous, Alexandre Friedrich. Au fond, ce modèle low cost, est-ce qu'il ne rapproche pas les gens? C'est un peu ce qu'on entend quand même quand on entend Johan Rochel. Il parle de nouvelles destinations type Israël. Enfin voilà, ça rapproche les gens. Alors c'est pas du tout mon sentiment. Ouais. Je crois que dans les avions, plus personne ne se parle. Il m'a même semblé, lorsque je m'asseyais à répétition à côté d'autres voyageurs, que je passais pour quelqu'un tout à fait anormal quand je m'adressais à mon voisin. Remarquez, dans le bus en ville non plus, les gens se parlent pas. Mais tout à fait, d'où mon allusion au transport. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce sentiment d'être favorisé dans un certain moment de sa vie et donc de prendre un avion, d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Je vous remercie infiniment tous les trois. Oui, vous voulez réagir, les Amazones, un dernier mot? Non, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit. C'est aussi de valoriser la qualité de ce voyage et puis justement d'en faire quelque chose une vraie découverte, et plutôt qu'un simple moment de consommation pour boire 3 chopes de bière de l'autre côté. Merci beaucoup à vous, Lisa Mazzone, en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à vous, Alexandre Friedrich. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, EasyJet, réflexion donc sur l'aviation low cost, publié aux éditions Alia. Et merci à vous également, Johan Rochel, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Très bonne journée à tous les trois.